Ce programme vous est présenté par MegaHotDeal.fr. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Confidence. Ce soir, j'ai le plaisir en tous les cas d'accueillir Monsieur Paul de Combourg, médium guérisseur. Bonsoir Paul. Bonsoir Claude. Vous allez bien? Ça va bien? Eh bien, parfait. Donc ce soir, en tous les cas, nous allons essayer avec Paul de Combourg de vous donner vous donner quelques indices et des détails en tous les cas sur ce qui touche en tous les cas le monde du suicide, puisque c'est un fléau à l'heure actuelle et d'après une enquête en tous les cas de l'adresse. Donc, la direction des recherches, des études et des évaluations des statistiques. Donc, on aurait 5% des jeunes adolescents à l'heure actuelle qui sont des tentatives de suicide entre 15 voire jusqu'à l'âge de 17 ans. Après l'âge de 17 ans, en tous les cas, ça leur passe un peu, mais en tous les cas, ça peut revenir. Alors, mon cher Paul de Combourg, j'ai quelques questions à vous poser. Alors, comment on peut, en tous les cas, comment on peut détecter qu'une personne peut être suicidaire, comment on peut, en tous les cas, remarquer quels sont, en tous les cas, les aspects, si vous voulez, qui montrent que cette personne n'est pas bien dans sa peau et qu'elle peut, en tous les cas, risquer de faire une bêtise. On va dire que la plupart du temps, c'est un travail de longue haleine et il faut être attentif aux moindres détails vis-à-vis de son enfant, parce que en l'occurrence on parle des enfants. Il va falloir prendre conscience de tout changement de comportement de son enfant, en fait. À savoir qu'un suicide commence généralement par un état dépressif, par une dépression qui va se mettre en place. Donc vous allez avoir son attitude de votre enfant qui va être négligente, qui va parfois avoir un manque d'hygiène, qui va avoir tendance à s'isoler, qui va peut-être avoir des passions dans sa vie et il va arrêter tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Donc chaque petit détail doit être interpellé. Et quand on prend conscience de ça, donc ce qui est important, c'est d'abord d'être à l'écoute de son enfant et d'aller aussi vers lui. C'est-à-dire aller vers lui et ne pas hésiter à parler du suicide aussi. D'accord. Oui, mais vous avez des enfants, si vous voulez, qui sont quand même assez repliés. Il y a des enfants, bon, vous avez des enfants qui sont complètement introvertis, dont d'autres qui sont extravertis. Et comment, en tous les cas... C'est ça, on peut voir son enfant changer de comportement, même faire preuve d'agressivité, refuser toute communication, en fait. Et justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Il faut vraiment rechercher la communication. Donc il faut vraiment aller vers lui. En tout état de conscience, on ne se sent pas capable de le faire soi-même. Il ne faut pas hésiter à orienter, à proposer une thérapie, par exemple. D'accord. On va parler à son médecin traitant, à essayer avec un autre membre de la famille. Ça peut être un frère, une sœur de l'enfant, qui aura des contacts plus proches. Donc, tous les moyens sont bons. D'accord, ok. Parce que bon, d'après les sondages, en tous les cas de l'adresse, il est dit que, si vous voulez, entre les enfants, si vous voulez, qui ont été victimes d'abus, de violences sexuelles et de viols ou ce genre de choses, vers l'âge de 15-16 ans, si vous voulez, tout remonte par Bien rapport... sûr, ce sont des facteurs favorisants, hein. Même une dispute conjugale peut amener l'enfant à être dans un état dépressif. Donc tout élément est à prendre en considération. Il n'y a pas forcément une violence physique, mais une violence psychologique aussi qui peut entraîner ce changement d'état. Comme le harcèlement à l'école, par exemple? Comme le harcèlement à l'école, comme aussi les phobies scolaires, hein. L'échec scolaire. Il faut savoir qu'en fait, il faut aussi prendre en compte tout l'aspect physiologique de l'enfant, puisque là, on parle d'adolescent. Donc, pour lui, il va devoir s'approprier de nouveaux repères, c'est-à-dire quitter ce monde d'enfant qu'il avait, où il était protégé par ses parents, et aller vers une recherche de son autonomie pour aller vers l'âge adulte.
Donc ça passe aussi par des changements chimiques au niveau de son organisme, au niveau du cerveau, changements hormonaux, avec l'acné, en fait tout ce qu'on connaît, quoi, qui concerne la puberté. Et tout ça, ça peut affecter encore plus le comportement de l'enfant, bien sûr. D'accord. Mais quand, puisque bon, j'ai fait quelques recherches, si vous voulez, j'ai lu qu'un enfant, si vous voulez, à l'âge de 7 ans, si vous voulez, s'est suicidé. Donc, c'est un suicide qui a eu lieu dans la région parisienne, qui est passé un petit peu inaperçu, si vous voulez, auprès de l'information. Et donc, les parents se racontaient, si vous voulez, en disant que cet enfant était rejeté de l'école. Mais est-ce qu'à l'âge de 7 ans, on peut déjà avoir, en tous les cas, cette envie de partir, de partir dans un autre monde? Absolument. Il faut savoir aussi que les enfants sont confrontés donc à des changements vis-à-vis de l'école. Donc ils quittent le domicile quand ils sont à l'école, donc ils ont des fréquentations. Ça, on ne contrôle pas, si vous voulez, quand il est à l'école. Le rejet de ses camarades, le rejet peut-être. Donc ça se voit au niveau des résultats scolaires, mais peut-être le rejet de ses camarades, le rejet de ses camarades, de l'institutrice, de la maîtresse. Absolument. Et après, il y a tous les à côté qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans, avec Internet, avec le téléphone portable, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui peut identifier, tout ce qui projette l'enfant vers d'autres, comme des modèles dans sa vie, quoi. Vous comprenez? Donc tout ça, ça peut avoir un effet troublant pour l'enfant aussi, quoi. Comme les dérives qu'on peut rencontrer, quoi, les harcèlements sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Même en Bretagne, j'ai eu des cas d'enfants, d'adolescents qui ont été confrontés à du harcèlement. Donc, voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tous les cas, aux parents qui ont, parce que bon, il n'y a pas que les enfants, bien évidemment, puisque bon, il y a également, en tous les cas, sur l'année dernière, il y a eu 10 400 tentatives de suicide, si vous voulez, qui ont été déclarées en France. Il y en a même beaucoup plus. En tous les cas, on parle de 200 000 tentatives de suicide en France. En France, oui. Donc, et sur les 10 400 tentatives qui ont été, en tous les cas, enregistrées, bien évidemment, tous ne sont pas, n'ont pas réussi, heureusement d'ailleurs, mais on parle, si vous voulez, d'un taux qui est quand même assez élevé, puisqu'on parle, si vous voulez, sur la France, d'un taux de suicide d'à peu près de 20%. Oui, et donc il faut savoir qu'il y a la population française. Il y a plus d'un suicide par heure. En fait. Il y a plus d'un suicide par heure. On compte 25 suicides par heure. Ouf. Et voilà, toute catégorie d'âge confondue. D'accord. Mais qu'est-ce qui peut amener, en tous les cas, une personne qui soit mal dans sa peau, qui soit, bon, ok, on parle de l'enfance, bon, pour moi, c'est la chose la plus dramatique, puisque bon, quand on est parent et qu'on vit ce genre d'événements, c'est pas facile, puisque en tant que parent, on doit se culpabiliser de ne pas suffisamment avoir été à l'écoute de son enfant, de ne pas. Mais quels sont les signes avant-gardistes pour, admettons, cet enfant de 7 ans dont j'ai lu en tous les cas le sujet là sur le net? Quels sont les signes pour un enfant de 7 ans que les parents peuvent remarquer pour justement prendre conscience, si vous voulez, que son enfant, bien sûr, on se rend compte que son enfant va mal. Tout détail lié à son comportement, à ses changements d'habitude. Oui, mais les parents racontaient que de toute façon, bon, ils n'avaient vu aucun changement de comportement, si vous voulez, par rapport à cet enfant, mais que c'était un enfant, si vous voulez, qui passait ses nuits, si vous voulez, à ne pas dormir, et voilà. Donc était toujours justement le manque de sommeil, les insomnies, même le fait d'avoir des cauchemars peut être un facteur déclenchant. Il y a eu une étude de fait par rapport à ça. Juste des cauchemars ou juste le manque de sommeil peut conduire à des pensées suicidaires. Parce que ça agit sur un plan hormonal, en fait. Ça a une réaction chimique au niveau de l'organisme. D'accord. Mais allez, et pour un adolescent, alors, un adolescent, je veux dire, entre voilà, à l'âge de 15 ans, qu'est-ce qui peut se passer, en tous les cas, dans la tête d'un adolescent, si vous voulez, pour qu'il puisse en arriver à un tel acte? C'est c'est une personne qui ne va plus trouver de solution dans sa vie, tout simplement. À 15 ans? À 15 ans.
À 15 ans, vous pensez que des jeunes peuvent ne plus avoir de solution Oui, parce qu'en fait, ou de ne plus avoir de repères? l'adolescent va se replier sur lui-même et il va d'une certaine façon s'enfermer, quoi. Mhm. Et il va refuser de voir la main qu'on va lui tendre éventuellement. Il va jamais faire la démarche. Et c'est Donc, ce qui pourrait prouver que pour certains enfants peuvent avoir un côté rébellion, en tous voilà, les cas, vis-à-vis de leurs parents. absolument, oui. Et qu'ils ne veulent C'est pour rien ça que la entendre, personne est... ni de l'entourage, ni des amis, Voilà. ni... Ce qu'il faut, c'est chercher à comprendre pourquoi son enfant a ce type de comportement. C'est comme savoir distinguer la dépression juste d'un état anxieux. Ça aussi, il faut savoir faire la différence. Parce qu'on peut très bien s'inquiéter, et ça peut être un stress positif. Vous voyez, comme durant les études, on va s'inquiéter d'avoir une mauvaise note, donc on va être beaucoup plus vigilant, travailler un peu plus. On va se mettre la pression d'une certaine façon, mais ça va être positif. Mais la dépression, c'est... J'ai pas compris parce que vous dites... Oui, ce que je veux dire, il faut aussi dissocier la dépression d'un simple état d'anxiété. Il y a des personnes qui, tout au long de leur vie, vont être anxieuses. Chaque chose qu'elles vont faire, ça va faire ressortir, jaillir en elles quelque chose de négatif, mais qui sera bénéfique pour elles, pour leur permettre d'avancer. L'état de dépression, c'est avoir les idées noires et ne pas pouvoir avancer. Il y a un enfermement en plus par rapport à un simple état d'anxiété. D'accord, ok. Il peut être Mais stimulant. alors, pour quelqu'un, si vous voulez, comme vous dites, qui vit dans l'anxiété en permanence, si vous voulez, pour pouvoir avancer et qui a toujours le trac, alors, quels sont, en tous les cas, quels conseils donneriez-vous, si vous voulez, à ces gens-là? Quels soins, en tous les cas, on pourrait, je parle en niveau soins, en niveau médical, je ne parle pas en tant que guérisseur, là. Oui, Au oui. niveau médical, c'est Quelle d'aller voir des solution? psychologues, d'aller voir, Voilà, c'est ça. de voir toutes les institutions nécessaires. Tout est bon quand la propre famille est impuissante. Et après, ça peut être un enseignant de l'école, comme ça peut être aller aux urgences, tout simplement, parce qu'ils sont aussi formés pour recevoir ces cas-là, quoi. Oui, mais enfin bon, quand Ça normalement vous peut allez être... dans les urgences et que vous arrivez à 8h Allez du voir, soir et que vous allez- passez à 6h du matin, le pauvre il a le temps Oui, mais il y a des cas qui Ouais, qui il y a peuvent des cas qui peuvent être traités. l'imposer. Après, ça peut être aller voir son médecin traitant, ça peut être démarrer une psychothérapie, aller voir un psychothérapeute, aller voir un médecin, un psychiatre, qui lui sera en mesure de proposer un traitement médical. Mhm. Donc, mais ça peut être un centre d'appel aussi, hein, qui existe, Oui, les SOS centres Suicide, d'écoute. les centres Les d'écoute. centres d'écoute, oui, où vous pouvez parler. Oui. Où est-ce que vous pouvez parler? Mais ça, c'est tous les moyens qui sont à votre disposition. Mais à partir du moment où la personne, ou le père ou la mère se sont impuissants à régler ça tout seul, en fait. D'accord. Ben, on nous dit également que selon un rapport du ministère de la Santé, près de 3/4 des suicides en France sont des hommes. Les femmes, en revanche, sont plus nombreuses à faire des tentatives. C'est bien ça. Les plus concernés par le suicide sont les jeunes de 25 à 34 ans. Chez la tendance, c'est la première cause de mortalité après les accidents de circulation. Les régions les plus touchées, alors on donne des régions, si vous voulez, dans ces sondages. Oui. Les régions les plus touchées seraient les personnes vivant dans le nord ou dans l'ouest. Est-ce que... Voilà. alors, Je vais juste rectifier une chose. En quelles fait, sont je vais dire, quelles sont les causes? Est-ce que c'est par rapport à un climat de vie? Ou le nord, on dit que le nord est quand même un département, si vous voulez, qui est quand même plus dur à vivre par le taux de chômage, par le taux d'endettement, Oui. et c'est vrai que on voit souvent, si vous voulez, en tous les cas dans la presse, hein, et pour ne pas citer leur magazine, si vous voulez, on voit souvent, si vous voulez, des faits quand même qui sont quand même assez tragiques dans le Nord. On voit des faits qui sont quand même assez tragiques, des affaires également, de grosses affaires judiciaires par pas par des suicides, mais par des meurtres. Et est-ce que justement ces suicides arrivent peut-être justement après avoir commis, en tous les cas, des actes qui sont quand même assez durs pour certaines familles à vivre? Donc, je vais juste reprendre depuis le début. En fait, chez les jeunes, effectivement, c'est la deuxième cause de mortalité, les suicides, après les accidents de la route. Par contre, tout âge confondu, le suicide le nombre de suicides est plus important que les accidents de la route en France. Oui. Ensuite, en ce qui concerne les régions comme le Nord, comme l'Ouest, la Bretagne, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est aussi tributaire de l'ensoleillement.
Il y a des raisons sociales, il y a des raisons climatiques, puisqu'il y a le stress ou la déprime liée au temps qu'il fait. Donc par le climat. Par le climat. On rencontre des déprimes saisonnières. Hein, et en plus, donc il y a effectivement le climat qu'il faut prendre en compte, puisqu'il agit sur nous sur un plan hormonal aussi, quoi. Et ensuite, il y a tout l'aspect économico-social, en fait. Puisqu'on a remarqué aussi que les personnes les plus touchées par les suicides sont des personnes avec de faible niveau social. Ou ça va être des agriculteurs, ou des gens qui sont défavorisés. Voilà. Les cadres supérieurs les suicides sont moins fréquents dans cette catégorie-là. Ils sont moins sensibles. Parce que c'est vrai qu'on a vu ces dernières années, si vous voulez, qu'au niveau de tout ce qui touche le monde agricole, le nombre de suicides, si vous voulez, qui a eu lieu, mais ça vient de quoi par rapport à la conjoncture économique, ça vient par rapport à... C'est tout simplement un retour de la société, hein, qui, je veux dire, tout est lié aux finances aussi. Je veux dire qu'on peut très bien avoir une vie de couple ou une vie de famille et ne plus savoir comment réagir face à une dette qui survient, tout simplement, quoi. Donc l'aspect financier aussi engendre ce genre de drame, quoi. Oui, d'accord, mais bon, on a tous dans nos vies, si vous voulez, des périodes un petit peu compliquées. Mais toutes les personnes, on a tous des périodes un petit peu compliquées. On est tous différents, on a tous sa propre sensibilité, donc on ne va pas forcément bien réagir ou réagir de la même façon, malheureusement. Mais c'est vrai que beaucoup de drames aussi, il ne faut pas le négliger, surviennent par rapport à des dettes financières. Comme ça peut être des personnes qui vont jouer au jeu, comme ça, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Okay. Donc, et là, la personne, disons, jusqu'à un certain point, elle va se dire j'ai des dettes, je vais essayer de les résorber, quoi. Mais à partir du moment où elle voit que finalement, elle n'y arrivera jamais, donc c'est là que c'est comme s'il n'y avait vraiment plus aucune solution pour la personne. Et c'est là qu'elle va passer à l'acte. Mais alors, j'ai peut-être. Mais ça, c'est le fait de. La personne va penser qu'elle n'a plus de solution, même si elle en a dans sa tête, dans sa façon de penser, elle ne va plus en avoir. Alors, donc elle va perdre son identité d'une certaine façon. Peut-être vous faire bondir en tous les cas nos téléspectateurs, mais est-ce qu'on peut, par rapport à ce que vous nous décrivez, est-ce qu'on peut assimiler, si vous voulez, ce genre, en tous les cas, d'événements à une fuite? Quelque part, oui, on peut assimiler ça à une fuite ou à une certaine forme de lâcheté. La peur de ne plus pouvoir affronter. De lâcheté, mais c'est presque indépendamment de la volonté de la personne. C'est dans le processus, c'est un processus destructeur en soi. D'accord. Okay. Mais est-ce que les gens peuvent, je sais pas moi, ceux qui sont dans cet état d'esprit, si vous voulez, un esprit suicidaire, est-ce que les gens en parlent? Est-ce que les gens parce qu'on dit souvent, bon, celui qui en parle, c'est celui qui le fera pas. Alors que vous avez des gens, si vous voulez, qui ne disent rien. Bon, moi, je connais quelqu'un, si vous voulez, qui est parti, qui était un très très bon vivant, si vous voulez. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière, qui était un très très bon vivant. Et bon, c'est quelqu'un, si vous voulez, voilà, jamais de la vie on aurait pu détecter que cette personne, si vous voulez, était mal dans sa peau, parce que voilà, toujours en train de rire, très souriant, très aimant, si vous voulez, au niveau de sa famille, et qui a mis fin à ses jours. Donc, comment on peut expliquer en tous les cas cette on va dire que c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre l'acte du suicide par lui-même et les tentatives de suicide. Les tentatives de suicide vont plus être là pour montrer qu'on a besoin de communiquer, qu'on est dans un état de détresse. Donc c'est pas. Oui, mais lui il ne montrait rien. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut distinguer. Voilà, lui il ne montrait et par contre, rien. Les personnes qui vont passer à l'acte ne vont pas forcément donner des signes avant. Et celui qui en parle, parce que souvent on entend des gens qui disent oui, je vais me suicider, oui, je vais mettre fin à mes jours, oui, et celui qui en parle, alors est-ce que... Là, il faut être très vigilant parce que en fait, à tout le monde, ça peut arriver dans sa vie de juste d'y penser. Bien sûr. Rien que d'y penser. Et puis on va y penser une fois, et puis après on va plus y penser, et puis quelques temps après, ça va revenir, on va y repenser, ouais. Et en fait, presque on va s'habituer à y penser après. On va peut-être aussi s'habituer à en parler. Et c'est là que, en fait, ça c'est un processus qui montre l'évolution d'un état dépressif aussi.
Donc à partir de là, je veux dire, il faut être très vigilant et ce qu'il faut, c'est communiquer, quoi. Communiquer. Il faut surtout pas, il faut prendre l'information. Faut tout de suite prendre l'information. Malheureusement, si vous voulez, toutes les personnes ne sont pas forcément Mm. attentives à des mots, à des réactions par rapport à des gens qui sont mal dans leur peau, dans leur vie en général. Oui. Et donc, c'est pas toujours évident, si vous voulez, de détecter qu'une personne, si vous voulez, pourrait en tous les cas commettre un tel acte. Mais une des premières étapes de la communication, c'est l'écoute de la personne, tout simplement, quoi. C'est pas forcément de donner des conseils à la personne, mais d'être capable de donner des conseils, mais si la personne ne veut pas mais d'être capable de l'écouter. Donc à partir du moment où elle exprime des idées noires, suicidaires, je veux dire, il faut au moins prendre le temps de l'écouter et ensuite proposer des solutions à la personne. Il ne faut pas en avoir peur, comme il ne faut pas avoir peur d'intervenir auprès de son enfant tout de suite. Pas avoir peur de lui parler de ce qu'est un suicide, comment ça se passe, que c'est quelque chose, que c'est une maladie qui peut se soigner, qu'il n'y a pas de problème, que ça arrive à plein de personnes. Je veux dire, mais il faut surtout en parler. Il ne faut pas refuser la communication, au contraire, quoi. Et en parler, mais tout d'abord en étant à l'écoute de la personne, quoi. En laissant la personne s'exprimer. Puis ensuite en proposant, quelque part, je veux dire, en lui faisant prendre conscience qu'une aide est possible et qu'on va l'aider et qu'il va y arriver. D'accord. Mais quelle est quelle est en tous les cas on va peut-être prendre un appel puisque vous sachez que vous pouvez réagir en tous les cas en direct. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais Bonsoir. pour une question, s'il vous plaît. On fait pas de voyance ce soir, madame. C'est demain. Ah, parce que je suis en direct. D'accord. Bon, je m'excuse. De rien. À demain. Elle s'est trompée d'émission. Voilà, on est en toute confidence. Donc, si vous voulez intervenir, en tous les cas, pour nous parler d'une histoire, en tous les cas vécue, ou également peut-être quelqu'un qui a connu ce genre d'événement dans votre famille, surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour vous raconter. Et également, peut-être, voilà, si vous pouvez obtenir en tous les cas quelques conseils de Paul, médium guérisseur, donc qui peut peut-être vous aiguiller, vous conseiller et peut-être essayer de soulager sous les certains mal-être. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la libre antenne, vous pouvez en tous les cas nous raconter votre histoire. On est là pour vous écouter. Et je voulais juste rajouter le fait qu'en fait sur 2 suicides sur 3, en fait, on a constaté que les personnes ont eu une consultation auprès de leur médecin dans le mois qui a précédé leur suicide. Oui, d'accord. Mais alors, parce que moi j'ai dit, bon, le suicide pour moi je ne prends pas comme un signe de lâcheté. Je ne prends pas comme un signe de lâcheté, je prends plutôt comme un signe de courage. Parce qu'il faut déjà avoir le courage, si vous voulez, Alors, est-ce que les gens, si vous voulez, au moment où ils peuvent passer à l'acte, sont dans un... Est-ce qu'ils peuvent prendre des substances? Est-ce qu'ils sont dans un état second? Est-ce qu'ils sont... Parce que bon, il faut quand même avoir du courage, si vous voulez, pour soit prendre des médicaments ou à la rigueur se lacérer ou peut-être également se pendre. En fait, c'est tout un processus de destruction. C'est-à-dire que la plupart des gens qui se suicident vont aussi faire appel à l'alcool, à de la drogue. Oui, mais un enfant, je pense pas. Un enfant, un adolescent n'aura aucune peine à se procurer de l'alcool, la drogue. On a même constaté qu'ils arrivaient à se procurer des armes. Donc, dans les ados, je parle. Dans les ados, oui. Oui. Que c'était même plus facile qu'on le croyait. Donc, oui, ça fait partie de l'attirail, je dirais, qui est lié à cet état de destruction. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de solution. Il n'y a pas de lâcher. Effectivement, il faut beaucoup de courage pour mettre fin à ces jours. Il y a aussi une différence, comme on l'a souligné tout à l'heure, il y a une différence de comportement entre les femmes et les hommes, ce qui explique qu'il y a aussi 2 fois plus d'hommes, 2, 3 fois plus d'hommes que de femmes qui passent à l'acte, parce que tout simplement les hommes auront tendance à employer des méthodes fortes. Des méthodes fortes. Alors que la femme, si vous voulez, on dit qu'elle fait des tentatives. Voilà, elle, ce sera plus lié à des prises de médicaments. Les tentatives, c'est peut-être aussi un appel au secours. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est peut-être un appel au secours, si vous voulez. C'est ce que j'ai souligné tout à l'heure. C'est ça. Ça va plus être avec les médicaments associés ou non avec de l'alcool. Les hommes, ça va être la première cause de suicide, c'est la pendaison de toute façon, avec plus de 40%. Pour les hommes. Y compris chez les enfants. D'ailleurs, et au niveau des enfants, on a aussi constaté qu'il y a aussi
un phénomène de société. Il y a beaucoup d'enfants qui sont homosexuels ou bisexuels, et ceux-là aussi représentent un tiers des enfants qui passent à l'acte du suicide. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas dire à leurs parents ce qu'ils sont. Parce que c'est pas intégré dans les mœurs, parce qu'on n'en parle pas, parce que aujourd'hui c'est bien intégré dans les mœurs, parce que aujourd'hui les hommes se marient, donc. Oui, mais on voit même encore, même des adultes. Ah oui, même encore aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'homophobie. Il y a encore beaucoup de progrès à faire en ce sens. Beaucoup d'homophobie, encore beaucoup de rejet, si vous voulez, par rapport à la société. Oui, il y a un rejet de ce qui est différent, tout simplement. Et est-ce que c'est une cause pour beaucoup d'adolescents? Oui. Mais alors, si cette cause existe par rapport aux adolescents, par rapport à leur sexualité ou enfin leur orientation sexuelle, quel que soit qu'ils décident en tous les cas dans leur vie, est-ce que vous ne pensez pas qu'au sein peut-être des écoles ou des collèges, il pourrait y avoir peut-être une écoute ou peut-être quelqu'un, si vous voulez, qui soit là en permanence et qui puisse en tous les cas, quand un professeur se rend compte qu'un enfant est mal dans sa vie sexuelle, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir, en tous les cas, peut-être, je dis pas une assistante sociale, mais en tous les cas, peut-être quelqu'un qui fasse partie des services sociaux, qui soit reconnu et que cet enfant puisse lui parler librement? Oui, après ça fait partie aussi du conseiller d'orientation, je veux dire, tout simplement. Non, mais le conseiller d'orientation, en principe... Il est aussi là pour être à l'écoute, comme il doit y avoir une infirmerie, donc il doit y avoir quelqu'un de... Il n'y a pas ça dans tous les collèges. Oui. Il n'y a pas ça dans tous les collèges non plus, donc je pense que... Après, dans une école maternelle... Mais si on veut aller plus loin, oui, bien sûr. Je veux dire qu'il faut qu'il y ait toujours un référent en permanence, ça c'est sûr. En tous les cas, c'est un sujet, en tous les cas, on en parle, enfin, on en parle peu, oui, c'est vrai, mais heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un sujet, en tous les cas, qui touche une famille sur 3 en France. Donc, c'est vrai que c'est tous ces gens, si vous voulez, qui sont marqués par ce genre de départ, si vous voulez, par rapport à un proche. Le drame du drame, c'est que ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, oui. Ça touche les enfants, ça touche les actifs, ça touche les retraités aussi, quoi. Oui. C'est la première cause de suicide, le suicide est la première cause de décès pour les personnes de plus de 75 ans. De plus de 75 ans. Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, mon cher Paul, vous allez nous en parler juste après une coupure pub. On se retrouve juste après, donc, cette coupure. N'hésitez pas à nous contacter, en tous les cas, si vous voulez nous raconter une histoire ou si vous avez peut-être un jour pensé, en tous les cas, au pire, donc, de nous dire comment vous avez pu vous en sortir, de nous raconter également comment, en tous les cas, vous vous en êtes sorti et en espérant aujourd'hui que tout aille bien pour vous. Donc, on se retrouve de suite après la pub. À tout de suite. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nos voyants consultent en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Venez découvrir Calisti, votre centre bio, énergétique et esthétique. Une palette de soins variés et complémentaires. Le système Life. Parfait pour résoudre les addictions, le stress, la fatigue, les carences et bien plus. Découvrez des soins esthétiques avec notamment la cryolipolyse nouvelle génération pour une silhouette parfaite. 06 38 99 16 82.
Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nos voyants consultent en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. De retour dans votre émission Confidence en compagnie de Paul de Combourg, où ce soir, en tous les cas, il nous parle de suicide, également des tentatives de suicide, donc de l'enfant jusqu'à l'âge d'être senior, bien évidemment. Alors, si vous avez des questions, en tous les cas, vous pouvez nous les envoyer, en tous les cas, dans la boîte envoi message, donc sur Facebook. Alors, pour les gens bien intentionnés, ce n'est pas une émission de voyance, mais c'est une émission, en tous les cas, qui traite d'un sujet important dont on se trouve tous un petit peu concernés. Donc, n'hésitez pas, en tous les cas, à envoyer vos questions. On taira le nom, en tous les cas, à l'antenne, bien évidemment. On taira le nom, mais si vous êtes passé par là, si vous avez vécu, en tous les cas, ce genre, cet événement dans votre vie ou chez un ami ou un proche. Donc, n'hésitez pas, en tous les cas, à nous envoyer vos messages et Paul essaiera d'y répondre et en tous les cas, de vous donner peut-être les clés pour essayer d'aider quelqu'un qui se trouve dans une période, en tous les cas, difficile et qui souhaite en tous les cas s'en sortir. Voilà. Alors, mon cher Paul, vous nous parlez... Juste revenir pour les personnes de plus de 75 ans, en fait, c'est pas la première cause de mortalité, le suicide, mais par contre, ce sont les personnes qui sont le plus touchées. Le gouvernement, hein. Ce sont les personnes qui se suicident le plus dans la catégorie d'âge 75 ans et plus. Pardonnez-moi, j'ai pas compris. C'est la tranche d'âge où les personnes vont se suicider. Oui, il y a le plus grand nombre de suicides. Le plus grand nombre de suicides. 75 ans et plus. Ah bon? Mais est-ce que tout ça, alors est-ce que c'est par rapport à ces personnes âgées, donc on dit seniors, est-ce que c'est la solitude qui pèse chez eux? Parce que vous avez souvent des personnes âgées qui, en tous les cas, se retrouvent seules ou qui ont perdu un compagnon et qui ont du mal, si vous voulez, à faire face ensuite, en tous les cas, à la solitude et puis à se retrouver seuls dans leur habitation. C'est tout un tas de facteurs. Il y a la solitude, il y a le contexte familial, il y a la maladie aussi, le degré de dépendance de la personne. Mmh. Chaque facteur est un facteur aggravant d'une certaine façon. D'accord. Mais est-ce que vous ne croyez pas que quelqu'un qui se trouve dans la maladie, qui vivait en tous les cas en couple avant, si vous voulez, quelqu'un qui se trouve dans la maladie ne se bat pas pour essayer justement de s'en sortir plutôt que est-ce que les tentatives de suicide arrivent après la perte d'un compagnon? Il y a aussi l'état d'esprit de la personne. Il y a les personnes qui vont voir le verre à moitié vide et d'autres qui vont voir le verre à moitié plein. Donc l'état d'esprit est important. Si la personne est habituée d'une certaine façon à voir que du noir, c'est sûr qu'elle va voir comme finalité le suicide. Vous comprenez? Et vous croyez que aussi notre propre personnalité. Vous pensez que en tous les cas, vous pensez que le suicide est vraiment la finalité, pour ces personnes-là, parce qu'elles ne voient rien d'autre. Mais si elles sont peut-être entourées de leur famille. Oui, mais après elles peuvent être entourées. Est-ce que les familles ne sont pas suffisamment attentives? Vous pouvez être entouré de beaucoup de personnes et vous sentir seul. Ah oui, l'un n'empêche pas l'autre, malheureusement. Ah, ça c'est sûr. Tout est un problème de communication. Tout à fait. On peut être très beaucoup entouré. Après, vous pouvez très bien avoir beaucoup de familles autour de vous et vous sentir comme une charge ou un poids vis-à-vis des autres. Alors, par contre, un sondage de l'adresse, en tous les cas,
parle également qu'il y a 2 fois plus de chômeurs chez eux qui ont déjà pensé à leur tentative de suicide. Alors, est-ce que le côté professionnel, est-ce que le côté, en tous les cas, se retrouver sans emploi, est-ce que c'est le fait d'être inexistant, si vous voulez, auprès de sa famille et de se sentir un petit peu dévalorisé, qui permet peut-être, qui donne l'envie peut-être à ces gens sans emploi, si vous voulez, de passer à l'acte? Oui, bien un sentiment de se sentir inutile du jour au lendemain aussi. Il y a aussi tous les cas de harcèlement au travail, tout ce qui peut entraîner au burn-out. Oui, d'accord, mais là, moi, je vous parle des questions de chômage. Est-ce que, parce que le chômage, malheureusement, on y est tous confrontés, mais est-ce que vous avez des gens, si vous voulez, même s'ils se retrouvent au chômage, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie qui peuvent se retrouver au chômage, si vous voulez, peut-être 10 ans après, avant la retraite, mais ces gens-là ont quand même la possibilité de pouvoir peut-être refaire autre chose, pas forcément, bien évidemment, mais peut-être de refaire autre chose derrière et peut-être de se sentir plus utile dans une autre activité. Quelque part, pour ces personnages, je pense qu'ils ont un rêve qui s'est écroulé. Donc, ils s'attendaient pas forcément à se retrouver au chômage. Donc, c'est ce qui est d'autant plus dur à encaisser d'une certaine façon. Donc, quand tout s'effondre autour de soi, ces personnes-là ont l'impression que tout s'écroule. Donc, ils ne voient pas de solution. Vous savez, c'est comme des personnes qui vont se retrouver... Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait, alors, pour quelqu'un, si vous voulez, qui se trouve, en tous les cas, qui va se trouver au chômage, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait peut-être, avant d'être licencié ou se retrouver au chômage, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être, je sais pas, un psychologue ou un thérapeute devrait, par le biais de l'entreprise, devrait peut-être les accompagner, si vous voulez, pour justement leur donner peut-être une nouvelle vie, entre guillemets, et un nouvel élan, si vous voulez, pour partir vers autre chose? Oui, je pense qu'un psychologue est toujours utile à n'importe quel âge de la vie, mais je veux dire, c'est quelque part aussi la responsabilité de chacun, je dirais. Ça peut être les membres de la famille, ça peut être chaque personne, en fait. Oui, chaque personne, mais quelqu'un qui se prépare, si vous voulez, moi je parle au niveau des entreprises, là. Quelqu'un, puisqu'on parle, si vous voulez, 2 fois plus de chômeurs, c'est quand même inquiétant. Oui. Et c'est pour ça que je vous disais, est-ce que peut-être au niveau de la société ou de l'entreprise dans laquelle la personne se trouve, il ne devrait pas y avoir peut-être des gens qui puissent les accompagner? Oui, il devrait, mais de toute façon, notre société manque de rapprochement humain, de toute façon, hein, de rapprochement social. Hein. Ça c'est une évidence. Hein. On est dans la compétitivité, je veux dire, on est plus sur le domaine, l'aspect financier que l'aspect humain. Et c'est ce qui, après, provoque d'autres drames au sein d'une famille, au sein des gens qui sont au travail. Après, vous avez les mêmes problèmes pour la personne qui va se retrouver à la retraite aussi. Le fait de se retrouver à la retraite, ça peut engendrer une certaine forme de dépression. Donc, oui, souvent des gens qui se retrouvent à la retraite sans... Là c'est comme un état de chômage à vie, et ils peuvent voir ça d'une certaine façon. Oui, mais la retraite, pour moi, c'est une autre étape encore, parce que la retraite, on s'y attend tous un jour ou l'autre. Voilà, à un moment donné, on aura tous 65, 70 ans, si vous voulez, mais quelqu'un qui se retrouve chômeur, comme j'en connais, celui à 40, 45 ans, pour lui, c'est pas la retraite, c'est pas une fin. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est comment on peut arriver, si vous voulez, à l'extrême, quoi. Par le dialogue et par la communication, surtout, il faut aller vers ces personnes-là. Donc, il faut rompre leur isolement, de toute façon. Mais après, comment empêcher avoir un accompagnement. Avoir un accompagnement. Un accompagnement. Alors, mais tout accompagnement est bon. Vous, en tant que guérisseur, si vous aviez, en tous les cas, quelqu'un, celui qui se trouve, admettons, je sais pas, moi, vous avez une maman, je prends un exemple bateau, vous avez une maman, si vous voulez, qui vous parle de sa fille qui ne se sent pas bien et qui a besoin peut-être d'une aide, si vous voulez, que la mère ou le père ou un membre de la famille, peu importe, n'arrive pas à trouver la solution, si vous voulez, pour son enfant. Et que vous, en tant que guérisseur, bien sûr, je dis bien guérisseur, pas voilà, guérisseur. Donc c'est une aide, ce ne sont pas des soins, si vous voulez, parce que ce sont entre guillemets, je dirais, des soins spirituels, si vous voulez, mais ce ne sont pas des soins, si vous voulez, tels que dans un hôpital ou autre. Non, mais je ne vous donne pas de médicaments. Voilà, donc voilà, vous ne prescrivez rien du tout. Alors vous, en tant que guérisseur, admettons, on vous amène, je sais pas, moi, je vais prendre un exemple, moi, je vous amène ma fille demain qui n'est pas bien, où je vous en parle et vous me demandez à ce qu'elle aille vous voir. Quelles sont les étapes que vous allez travailler avec elle pour essayer, en tous les cas, de lui venir en aide?
Il y a ce que je vais dire à l'enfant quand je vais la voir. Mhm. On va faire le point sur sa situation. Je vais essayer de lui faire prendre conscience pourquoi elle en est arrivée là. Ça, c'est ce que je veux dire ouvertement, quoi, de vive voix. Et ensuite, il y a mon travail plus spirituel, quoi. Du coup, là, je vais intervenir à ma façon. D'accord, ok, oui, mais bon, après, oui, oui, je veux bien, si vous voulez, mais enfin, bon, si moi je suis parent, si vous voulez, vous me dites ça, je vais trouver ça un petit peu, pardonnez-moi, je vais pas être méchant, mais Mais je vais trouver ça un petit peu léger. j'ai eu Donc, beaucoup de drames d'enfants, d'adolescents, pour Mhm. des problèmes de comportement alimentaire aussi, puisque ça en Mhm. fait partie, ça fait partie des dérives. D'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas, alors si c'est un problème alimentaire, est-ce que vous n'avez pas, alors vous en tant qu'homme de conscience, je dis bien, est-ce que vous n'avez pas dirigé cette personne déjà vers une personne, si vous voulez, de l'ordre Ah, médical, mais de toute façon, elle vers, est toujours vers, orientée. Quand vers elle vient me voir, il y a toujours une aide sur un plan médical. voilà, Ah d'accord, oui, ok. oui, donc Et vous, si ça, vous voulez, ça l'aide, n'arrête pas. Il y a une il y a continuité. une continuité, d'accord. Moi, je L'aide que suis un vous apportez, complément. vous, c'est un plus, hein. Voilà. D'accord, ok, voilà, c'est bien ce que je pensais, parce que je me disais, ça me paraît, Ah, non, ça me paraissait un peu trop léger, c'est quoi. pas moi Donc, tout seul qui voilà, voilà, il y a quand j'interviens en même l'aspect complément. médical, si vous voulez. Heureusement. D'accord. Et par rapport à ce que la maman ou l'enfant, en tous les cas, ou l'adulte, peu importe, vis-à-vis de ce qu'elle suit, si vous voulez, comme traitement, ou vis-à-vis de ce qu'elle, enfin, les gens qui interviennent extérieurement Oui. à vous, si vous voulez, est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que Oui, tout élément est à prendre en compte. En plus, je reçois l'enfant toujours avec les parents. Ah oui, Donc là aussi, il faut sensibiliser aussi les parents. Mhm. Ça sert à rien de sensibiliser que l'enfant. d'accord. Et puis, comme on dit, c'est un travail d'équipe. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà alors un dialogue avec la mère, le père ou les parents ensemble? Est-ce que vous avez un dialogue en tête à C'est tête les parents avec l'enfant. les parents avec l'enfant? Oui, D'accord, ok. obligatoirement. Mais vous essayez pas de savoir avant avec les parents peut-être ce qui a pu se passer ou ce que l'enfant a pu vivre? On arrive toujours à savoir en en parlant, tout simplement. Bien sûr. Mais Quand on vient me voir, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de. Voilà. C'est toujours la maman en général qui vient pour son enfant. d'accord. Alors l'aide concrète que vous apportez, si vous voulez, par rapport à ce mal-être, si vous voulez, peu importe que ce soit un enfant ou un adulte, si vous voulez, quelqu'un qui est dans la dépression et qui pense peut-être au pire, hein, l'aide que vous pouvez apporter, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs séances. Ça se fait ça se passe comment? C'est des séances. Est-ce que vous suivez, en tous les cas, après on va dire, il peut y avoir une séance, comme consultants. 2, comme 3. Donc Mhm. chaque cas est particulier. Donc il y a la séance qui se fait avec l'enfant. En général, j'essaye de faire un débriefing avec le parent après la séance. Et ensuite, il y a un suivi, bien entendu. D'accord. Alors dans ce que vous faites, si vous voulez, par rapport à votre aide dans tous les cas et les soins spirituels que vous pouvez apporter, est-ce que votre côté médium, si vous voulez, par rapport à ce que vous ressentez, bien évidemment, est-ce qu'il peut rentrer en ligne de compte, si vous voulez, par rapport à des ressentis? Et parce que bon, moi je dis toujours, quand on va voir un thérapeute ou un psychologue, si vous voulez, on lui raconte un petit peu ce qu'on veut. Et est-ce que vous avez ce petit plus, si vous voulez, côté médium, qui fait que vous pouvez ressentir peut-être la cause, en tous les cas, du mal-être, si la personne ne souhaite pas, vous avez des gens qui n'ont peut-être pas forcément envie de parler, si vous voulez. C'est arrivé, oui. Oui. Mais après, dans mon débriefing avec la maman, j'en parle. Vous en parlez avec la maman? Obligatoirement. Ouais. D'accord. Parce que oui, je suis médium, et oui, je peux pas faire autrement que d'être médium dans ce que je fais, parce que c'est la base de mon travail, c'est de voir les choses et d'intervenir à partir du monde spirituel. Donc je vois plein de choses, c'est peut-être pas rationnel, mais c'est ma façon de travailler. D'accord, ok. Donc pour vous, si j'ai bien compris, donc tout ce qui peut amener en tous les cas au suicide, c'est le mal-être, bien évidemment. Le côté, il parle également à l'adresse, si vous voulez, du côté alimentaire, de la maltraitance, du stress, ça en des fait partie, insomnies. oui, tout ce qui peut constituer une agression en soi. Oui. Donc c'est pas au niveau juste de la famille, c'est tout ce qui est extérieur. Ça peut être à l'école, ça peut être sûr, oui, sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça peut être lié à d'autres facteurs, comme on a vu l'alcool, la drogue. Voilà. D'accord, ok.
Mais est-ce que quelqu'un, en tous les cas, qui prend peut-être des substances, si vous voulez, aura peut-être, et qui est un petit peu, enfin, qui est déprimé, bien évidemment, passera peut-être à l'acte plus facilement qu'une personne bien sûr, qui ne parce que le prend but rien. d'une substance, c'est quand même de déformer votre propre réalité, quoi. D'avoir une vision déformée de la vie, de ce qu'on est. Donc, c'est ça, en fait. Et même l'alcool peut conduire à ça. C'est un psychotrope, l'alcool. Attends, moi, je bois tous les soirs, mais bon, non, c'est une petite boutade pour vous faire rire quand même, puisque c'est un sujet, en tous les cas, qui est quand même, voilà, très, 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 très sérieux. Donc, c'est vrai que c'est... Moi, ça me... Et vous savez, malheureusement, je veux dire, on peut tous être confrontés à ce problème-là de dépression et de tentative de suicide. Ah, mais complètement. Mais tous. Moi, je ne le cache pas. On est tous vulnérables. Ah non, mais moi, je ne le cache pas. Moi, j'ai déjà pensé. Donc, voilà. Il suffit quelquefois, il suffit d'un petit rien. J'ai pensé à l'adolescence, je ne le cache pas. Donc, par rapport à, voilà, des choses qui s'étaient passées dans ma vie, bien évidemment. Bon, après, j'ai eu la chance, peut-être, voilà, peut-être une volonté autre, en tous les cas, peut-être de sortir de tout ça, mais bon, voilà. Après, comme je dis, c'est aussi une question de... Nul n'est à l'abri, on le voit, on le voit avec les attentats, on a assez de violence à la télévision comme ça, quoi. Ah oui, ça c'est de toute façon... Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être à la télé, si vous voulez, on vous donne que les idées pour le faire, voilà, donc, malheureusement. Il y a même des personnes qui ressassent et qui ruminent, qui restent devant leur écran, et là aussi, ça en fait partie de ce qui peut dégrader la personne. D'accord. Okay. Et est-ce que le côté affectif est pas la première cause par rapport est-ce que le côté affectif, admettons une rupture sentimentale, quelqu'un qui a pu être amoureuse, qui en tous les cas a vu si vous voulez, a vécu avec un homme et qui se rend compte peut-être au bout de quelques années elle se rend compte qu'elle n'a jamais connu cet homme par rapport à son comportement, qui devient, si vous voulez, peut-être, comment on peut dire, un pervers narcissique, hein, si vous voulez. Elle se rend compte que sentimentale a son lot de violence et de destruction. Hein, d'accord, ok. Mais est-ce que cette personne, quand elle se rend compte, si vous voulez, de ce qu'elle a face à elle, si vous voulez, par rapport à un homme ou une femme, peu importe, par rapport à un homme, est-ce que cette personne-là peut peut-être penser à un acte suicidaire, si vous voulez, en disant que même sans passer tout de suite à un acte suicidaire, elle va subir un état de dépression de toute façon. Donc, elle est plus ou moins obligée d'être confrontée à ça, en fait. C'est tellement violent en soi. Oui, moi, je connais des situations, si vous voulez, pas de gens proches, mais dont j'ai entendu parler, si vous voulez, à travers les consultants, si vous voulez, des gens qui ont vécu une rupture affective, qui ne s'en sont pas remis, et quand on leur a dit, voilà, que l'histoire, elle était terminée, si vous voulez, ces gens sont passés à l'acte. Donc, est-ce que avant ça, si vous voulez, il y avait quand même un terrain, si vous voulez, chez cette personne, qui montrait peut-être une certaine faille ou une certaine dépression, un certain mal-être? Pas forcément. Ce qui conduit ces personnes jusqu'au suicide, c'est justement le rêve qui s'écroule. Le fait de jamais imaginer. En soi, c'est pas concevable, en fait. C'était pas concevable dans leur vie que ça arrive. Et le fait que ça arrive, justement, il n'y a plus aucun repère autour d'eux, quoi. D'accord. Donc c'est comme s'il n'existait plus, quoi. Comme s'il n'existait plus. On a une question de tous les cas d'une téléspectatrice, donc on tait le nom, si vous voulez, par discrétion, bien évidemment. Alors, elle nous pose la question, le suicide est-il héréditaire? Alors, on va parler de facteurs de risque. C'est vrai, qu'il y a quelques années, on disait que c'était plus ou moins des gènes. Mais là, on parle plus de facteurs de risque. On ne dit plus que c'est lié à des gènes ou à des chromosomes. C'est vrai que dans la famille, si on a une personne qui est bipolaire, donc si on a une personne bipolaire qui a des antécédents psychiatriques, s'il y a des cas de dépression, de suicide, c'est vrai que on peut être amené à être confronté à la même chose. Mais c'est plus, comment dire, ça se répercute. C'est pas vraiment en soi, mais le fait de l'avoir vécu dans sa propre famille, on va être plus fragile par rapport à ça. On va être plus ça fragile. Va créer un état le fait de faiblesse. D'avoir vécu un événement pareil ou le fait d'avoir eu dans sa vie, dans sa famille, des personnes fragiles émotionnellement. Ça va nous amener à nous affaiblir et cette fragilité va perdurer au travers de soi. D'accord. Donc vous dites, vous, que ça peut être héréditaire? D'une certaine façon, oui, mais c'est plus une répercussion.
C'est-à-dire, quelque chose qui va se répercuter sur vous, quoi. Ah oui. Ah oui. D'accord, ok. Donc, oui. Et... vous savez, en fait, on va dire que le mal engendre le mal. Si vous êtes habitué à vivre des violences dans votre propre famille, je veux dire, vous êtes obligatoirement touché. Oui, d'accord. Ça ne laisse pas indifférent. Toutes les personnes, si vous voulez, toutes les personnes, si vous voulez, que je vais exagérer dans ce que je vous dis, mais bon, c'est pas parce que moi, entre guillemets, j'ai été violé dans mon enfance, si vous voulez, que je vais violer quelqu'un après. Non, non, mais c'est pas de ça que je veux dire. Oui, d'accord, mais que bon, vous allez être touché émotionnellement. Après, c'est votre façon de réagir qui va être différente. Même la violence, si vous voulez, c'est pas parce que quelqu'un est violent dans une famille que, admettons, le fils ou... Je comprends bien, mais ça va générer une certaine forme de dépression. Ça va générer une fragilité. Il vous faudra rebondir de toute façon par rapport à ces conséquences sur vous. D'accord. Donc après, chaque personne est différente. Alors peut-être une question bête, mais est-ce qu'il y a des exercices, en tous les cas, pour essayer peut-être de sortir de ce mal-être, de cette déprime, peut-être de vouloir passer à des actes, si vous voulez, qui... Ça commence par avoir une vie sociale, déjà. Savoir prendre du temps pour soi, savoir se faire plaisir, avoir... Oui, mais tout le monde n'a pas la chance, si vous voulez, d'avoir peut-être des gens qui sont autour de... Quand vous avez quelqu'un, si vous voulez, qui se trouve à la campagne, c'est pas évident, si vous voulez, d'avoir... si elle est perchée, si vous voulez, dans son village, c'est pas évident, si vous voulez, d'avoir toujours des gens à côté de soi, si vous voulez, qui... Je comprends, oui, mais... On parle souvent, si vous voulez, comme on parle... Ne pas se laisser aller, ça fait partie de prendre soin de soi. Ça, c'est le point de départ. Se donner plus d'importance à soi-même. Oui, d'accord, mais bon, il faut-il encore, pour des gens qui sont dans ce mal-être... Non, mais vous nous demandez des exemples, ça fait partie des exemples. Absolument, mais faut-il en avoir encore envie, quoi? Qu'est-ce qui peut donner l'envie d'avoir envie? De se sortir, en tous les cas, le fait d'être... Vous savez, l'estime de soi, il est pour beaucoup, quoi. Si on a un minimum d'estime en soi, je pense qu'on a assez d'énergie pour avancer. Et je pense qu'après, quand on est capable d'affronter les événements de la vie. Ah, mais ça, je suis persuadé, ça, je suis c'est un minimum convaincu, parce que, comme soi. je dis, l'être humain a peut-être beaucoup plus de ressources qu'il ne peut l'imaginer. Ça, j'en suis intimement convaincu. Mais vous avez des gens, si vous voulez, peut-être dans des situations, si vous voulez, où ils sont vraiment... voilà, ils sont au bout du bout, quoi. Donc, et c'est vrai que vous avez des situations, si vous voulez, qui sont catastrophiques. Bien sûr, bien sûr. Et donc, admettons, je prends un couple, voilà, il perd son emploi, il y a une maison, il y a des enfants, il est le seul à travailler. Après, il peut y avoir des décès dans sa famille, je veux dire, il peut y avoir tout un tas de facteurs autour de lui. Toute une série de drames aussi. Comme là, j'ai reçu deux personnes qui, à la fin de leur vie, c'était une succession de drames. Pourtant, elles viennent me voir et elles me demandent de l'aide. Oui, d'accord, mais une succession de drames... Ça peut être des décès, ça peut être la maladie, ça peut être les deux conjugués, ça peut être la violence quand ils étaient petits. D'accord. Alors, on a une autre question et la personne nous demande, est-ce qu'une personne qui a déjà commis cet acte malheureux peut récidiver? Malheureusement, oui. Oui. Souvent, en tout cas. Oui, la plupart du temps, la personne récidive à partir du moment où on n'a pas su bien s'occuper de la personne, je veux dire, quelque part. Parce qu'il faut savoir d'une certaine façon que la guérison est possible dans tous les cas, pour chaque personne, d'une certaine façon. Mais si une personne fait une tentative de suicide, il va falloir rechercher tous les moyens pour aider cette personne à justement ne pas récidiver et à trouver l'origine de ce qui l'a conduit à cet acte. Et une fois qu'on a cerné l'origine du problème, donc il va falloir travailler sur cette origine. Et c'est le travail des psychiatres, c'est le travail des psychothérapeutes, c'est le travail de chaque intervenant, bien sûr. Mais dans le but qu'il n'y ait pas une récidive de cet acte. Mais en soi, je veux dire, le suicide et la guérison est possible dans 100% des cas, la tentative de suicide.
Oui. Moi, je connais quelqu'un, si vous voulez, puisque bon, j'étais son coiffeur, donc il y a quelqu'un, si vous voulez, qui avait fait des tentatives de suicide avant, si vous voulez, qu'elle fasse vraiment une TS, comme ils disent, hein, qu'il fasse une TS. Et cette personne, si vous voulez, le jour de son départ, était parfaitement bien. C'est quelqu'un qui avait le moral, qui a renvoyé en tous les cas sa cuisinière, puisque bon, voilà, elle voulait rester seule, si vous voulez, et personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit. Je suis bien d'accord avec vous. Et malheureusement, le lendemain matin, ils ont retrouvé un mot, si vous voulez, et malheureusement, cette personne avait fait une TS, et là, elle ne s'était pas ratée, alors que c'était quand même la 4e tentative, si vous voulez, qu'elle faisait. Donc, qu'est-ce qui peut, en tous les cas, expliquer, si vous voulez, les 4 premières fois, si vous voulez, où, Dieu merci, elle s'en est sortie, mais la 5e fois, c'était la bonne dose, quoi. C'est quelqu'un qui c'était par médicament, donc c'est pas parce qu'à la rigueur, c'est par pendaison, vous dites bon, peu de chance de vous en sortir, à moins que quelqu'un vous trouve de suite. Mais sinon, mais bon, après parler. Est-ce qu'il y a une explication, si vous voulez, sur la forme de suicide, si vous voulez, que les gens, si vous voulez, peuvent utiliser pour alors voilà, les médicaments, on se dit, est-ce que c'est pour dormir pendant un moment et puis peut-être espérer, peut-être que quelqu'un nous trouve en disant, voilà, je vais peut-être m'en sortir, je vais être hospitalisé, on va me faire un lavage d'estomac et je repars à zéro. Et ou une autre forme de suicide, si vous voulez, qui est la pendaison, ou même des gens, si vous voulez, qui se jettent, je sais pas moi, du 15e étage, et là vous êtes sûr de pas vous en sortir. Donc est-ce que est-ce qu'il y a une explication peut-être à la forme, si vous voulez, d'un suicide ou d'un autre, médicamenteux ou pendaison ou à la rigueur accident? Quelqu'un qui se jette, si vous voulez, admettons, contre un mur, quoi. Ben, on va chercher la facilité. S'il y a un fusil de chasse à la maison, c'est sûr qu'on va utiliser le fusil de chasse. La personne qui veut se suicider va prendre d'abord en fonction de la facilité. Si la personne a un traitement médical, donc elle va être tentée d'utiliser d'abord le traitement médical. Si elle n'a pas de traitement. Donc, je veux dire, c'est ce que je veux dire, elle va chercher ce qui est le plus facile pour elle. La personne qui veut se suicider, elle va agir de cette façon-là. J'ai eu des personnes, même des personnes dans la gendarmerie qui font des recherches de personnes, des personnes qui ont raté leur suicide et qui effectivement ont recommencé et ne se sont pas loupées la 2e fois. Malheureusement, ça arrive aussi. Alors pourquoi dire qu'ils ne se loupent pas au bout de 2, de 3 ou de 4 fois? Faut s'interroger sur quoi? Peut-être qu'on n'a pas bien cerné le problème, peut-être que c'est la faute de personne aussi. Peut-être que voilà, la personne était tellement déterminée que de toute façon, il y avait que ça pour aller mieux dans la tête de la personne, je veux dire. Autant je dis qu'en soi, ça peut se soigner. Vous avez des gens qui réussissent tous, si vous voulez, là, qui réussissent tous, si vous voulez, là. Et vous savez, il y a des personnes qui vont aller très loin, qui vont montrer une autre image d'elle, justement, pour éviter qu'on devine qu'elle va repasser à l'acte. Ça fait partie du schéma, je veux dire, classique d'une personne qui fait des tentatives de suicide. Mais est-ce qu'il y avait une personne qui avait remarqué ça dans son entourage? Sûrement pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, il faut savoir lire à travers le langage qu'exprime la personne qui veut se suicider. Oui, mais c'est pas. Mais ça, c'est le travail des psychologues, c'est le travail des psychiatres, c'est le travail du personnel soignant. Oui, non, mais ça, je comprends parfaitement. Mais bon, après, tout le monde, si vous voulez, n'a pas accès. Mais pour moi, on peut pas dire c'est la faute d'un tel ou un tel. Ah non. C'est vraiment chaque cas qui est particulier et malheureusement, je veux dire, parfois, on ne peut pas empêcher que ça arrive. D'accord. Moi, j'ai encore une autre approche par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une autre conception de la mort, si vous voulez. Donc, je suis toujours affecté par le suicide, mais pour moi, la mort n'est pas une fin en soi. Donc, oui, d'accord, mais enfin, bon, quand ces gens... le problème du suicide, c'est que Non, c'est quand ces gens... Si mais le problème du suicide, c'est que c'est un deuil pour la famille qui reste, qui est beaucoup plus traumatisant qu'un simple deuil lié à la maladie. Voilà. C'est vrai, c'est un... Oui, parce que les gens restent toujours avec un point d'interrogation. C'est ça. Pourquoi? Si vous voulez, vous avez des gens qui vont vous laisser un mot, qui vont peut-être expliquer, si vous voulez, le pourquoi. Oui, mais ce qui est plus troublant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes ne laissent pas de mots. Voilà, mais justement, c'est pour ça que vous avez des gens, si vous voulez, qui sont là, mais qui ne laissent rien. Et on peut passer toute une vie à vouloir comprendre le geste de la personne et on ne trouvera pas de réponse. D'accord.
Très intéressant, mon cher Paul. On se retrouve, on va se quitter pour quelques instants et on se retrouve après quelques minutes de pub. Surtout, n'hésitez pas en tous les cas à poser vos questions en dehors, si vous voulez, sur notre boîte. Envoyez vos messages et si on peut vous y répondre, comme on a répondu aux 2 autres questions qui nous ont été posées, Paul vous y répondra. On se retrouve de suite après la pub. À tout de suite. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nous voyons consulte en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. On se retrouve en tous les cas pour la dernière partie de cette émission Confidence en compagnie de Paul de Combourg, médium guérisseur en tous les cas. Paul, tout d'abord, vous allez consulter demain à Levallois, au centre âme de vie, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Et vous participez également au salon Parapsy, où les gens qui veulent en tous les cas vous rencontrer, donc peuvent venir du 13 au 19h au soir jusqu'à 22h et également 14, 15, 16 et 17 et 18 février. C'est bien ça. Oui. Donc voilà, si vous souhaitez rencontrer Paul de Combourg et que voilà, peut-être que vous n'osez pas peut-être nous appeler ou poster un message ce soir et que vous avez envie en tous les cas de le rencontrer pour parler peut-être d'un événement ou d'un proche ou autre. Donc surtout n'hésitez pas, Paul de Combourg sera porte de Champéret, à l'espace Champéret, Paris 17e. Au salon Parapsy. Comment? Au salon Parapsy. Au salon Parapsy, absolument. Salon Parapsy, le salon des arts divinatoires, donc qui prend ses marques du 13 au soir à 19h jusqu'à 22h pour la soirée d'inauguration et jusqu'au 18 en tous les cas pour des conférences, des consultations. Art divinatoire, forme et bien-être. Forme et bien-être. Vous serez dans la forme. Et dans le bien-être. Et dans le bien-être. On n'en doute pas. Alors, monsieur Paul de Combourg, donc, revenons à un autre sujet. Donc, en tous les cas, c'est, voilà, un sujet qui touche, en tous les cas, tout le monde. Enfin, beaucoup de gens.
On dit que suivant un sondage de l'adresse, donc sur 4800 personnes interrogées, âgées de 40 à 59 ans, 5% ont déclaré avoir déjà eu des idées suicidaires durant les 2 semaines précédant l'enquête. Donc cette enquête, en tous les cas, date de 2018. Donc une enquête récente. Les femmes plus que les hommes. La santé de ces personnes est altérée. Elles signalent plus de maladies chroniques, de troubles digestifs et du sommeil. Elles souffrent également de difficultés visuelles et auditives et leur consommation de tabac est presque 2 fois plus importante. Est-ce que c'est quelque chose, en tous les cas, qui peut vous parler? Ce sont des facteurs aggravants. Il y a eu aussi une étude sur des jeunes de 15 ans. Donc il y avait 20% de filles qui avouaient avoir fait une tentative de suicide sur le panel et 9% de garçons. 9% d'hommes. D'accord, ok. Alors par contre, on nous donne un horaire, si vous voulez, où les gens... On donne un horaire, en tous les cas, suivant en tous les cas cette enquête qui a été faite par l'adresse. On donne un horaire, si vous voulez, on dit souvent que les gens font des tentatives, si vous voulez, de suicide ou essaient, en tous les cas, de mettre fin à leur jour. C'est souvent vers, en tous les cas, 2 heures du matin. Pourquoi une heure tardive? Pourquoi pas en pleine journée? Pourquoi comme je vous l'ai dit, c'est... Est-ce que c'est le fait du silence? Est-ce que c'est le fait de la nuit? Est-ce que c'est le fait de la solitude? La solitude et les insomnies. Les insomnies. Et les cauchemars. Enfin, j'ai beaucoup les insomnies, les troubles du sommeil, quoi. Donc, c'est essentiellement à cause de ça. Essentiellement. Et en plus, ça rajoute le fait de se sentir seul aussi, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on va ruminer. Comprenez? On est encore plus isolé quand on est parce que souvent, dans sa chambre. si vous voulez, en tous les cas, quand on retrouve quelqu'un, c'est souvent le lendemain ou... Oui. Et après, il y a le facteur aggravant, on va dire, comme je vous l'ai dit, dans une région ensoleillée, on sera moins tenté de se suicider, tout ça à cause du soleil. Ça agit au niveau hormonal, si vous voulez. Enfin, je pense que quand vous avez un état de mal-être... En soi, l'obscurité fait appel à quelque chose de noir, de sombre. Bien sûr. Là aussi, ça agit, ça fait des réactions chimiques sur notre physique, d'un point de vue physiologique, je veux dire. C'est comme la mélatonine qui est responsable. Un problème hormonal lié à la mélatonine peut engendrer des insomnies, peut engendrer... Alors c'est quoi la mélatonine? C'est une hormone qui est faite à partir de la sérotonine, en fait, qui est l'hormone du bonheur. C'est pour ça qu'on dit que la sérotonine est aussi l'hormone du sommeil, parce que en fait, de la sérotonine découle la mélatonine. Et aujourd'hui, il existe aussi des traitements par rapport à ça. La mélatonine peut se trouver sous la forme, on peut en prendre pour éviter des problèmes de sommeil. D'accord, mais ces traitements, en tous les cas, sont prescrits par des médecins, je suppose. Oui, ça peut se trouver sans ordonnance médicale. Enfin, je pense qu'il est préférable. Non, mais je veux dire, c'est reconnu, c'est dans... Voilà. D'accord. Si c'est sans ordonnance, c'est qu'il y a des raisons, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que vous avez c'est pour dire que le plan hormonal est à prendre en l'état, je veux dire, on est tributaire des changements hormonaux, que ce soit durant notre puberté, durant la ménopause, après la ménopause, l'andropause. D'accord. Mais est-ce que vous avez des tests, si vous voulez, par rapport, je ne sais pas, quel conseil donneriez-vous, si vous voulez, aux personnes, en tous les cas, qui peuvent, en tous les cas, se retrouver dans ce désarroi, si vous voulez, face à une personne suicidaire, parce que bon, les personnes qui sont face à ces gens souffrent et sont également dans la souffrance. Mais déjà, donc, pour eux, quel conseil, en tous les cas, vous pourriez leur donner? Quels sont les tests à faire quand ils s'aperçoivent, si vous voulez, qu'une personne proche d'eux peut être dans le mal-être, peut-être, en tous les cas, peut penser, en tous les cas, des idées noires, quoi. Donc, il y a un petit test très simple à faire, je veux dire, mais là, ça va être pour déceler si on est dans une phase de dépression ou non. Oui. Parce que le suicide commence par la dépression. Donc, ça en découle. Donc, Donc, ce test consiste à voir si, durant les 2 dernières semaines, par rapport à ce test, on s'est senti par exemple d'humeur triste quasi tous les jours. Ça va être un facteur. Si on a une perte d'intérêt ou de plaisir par rapport aux activités qu'on fait,
si on a tendance à s'isoler, si on a des troubles d'appétit. Donc les gens remarquent ça. C'est un test que les personnes peuvent faire elles-mêmes. D'accord. S'il y a eu un changement de poids significatif, quand on parle de l'ordre de 5%, donc les troubles du sommeil, le fait d'être irritable, le fait de se sentir endormi, une fatigue excessive, un état d'épuisement, et le fait d'avoir des difficultés pour se concentrer, d'avoir un sentiment de culpabilité. Donc si on arrive déjà à répondre 5 fois oui à ces éléments, je veux dire, ça peut être un signe que justement on est dans une phase de dépression. Et ça peut nous interpeller et nous dire tiens, il faudrait que j'aille voir quelqu'un, il faudrait que j'en parle autour de moi. D'accord, ok. Non, mais là, moi, je vous parlais par rapport à, bon, bien sûr, mais donc, par rapport aux gens, si vous voulez, qui sont entourés peut-être d'une personne, en tous les cas, dans le mal-être, donc, ils peuvent, en tous les cas, se servir de ça. Voilà, ça peut être des éléments aussi pour déceler si son enfant est dépressif, si son conjoint est dépressif. Ce sont des aspects, mais qui sont tous liés au comportement. Alors, on a une autre question qui nous arrive, c'est comment se remettre du suicide d'un proche? Très belle fin de soirée à vous. Donc, c'est gentil, merci. Donc, comment se remettre du suicide d'un proche? En soi, c'est pas une mort naturelle, c'est un souhait. Quelqu'un qui met fin à ses jours, c'est quelque chose Oui, mais je veux dire, l'entourage ne le perçoit pas comme quelque chose de normal. La plupart du temps, on ne va pas comprendre. Oui, on ne le comprend pas, mais comme je dis... C'est pour ça qu'il est très difficile. Il est encore plus difficile de faire le deuil d'une personne qui s'est suicidée que le deuil d'une personne. Oui, c'est évident. C'est comme quand quelqu'un parle d'un accident, c'est toujours plus compliqué. Voilà, on se fait plus une raison quand on se dit voilà, on a perdu un proche qui est dans la maladie, qui est une personne âgée. Une personne qui est jeune, si vous voulez, mais là, c'est une personne qui met fin à lui-même à ses jours. Même un accident... On va avoir plus facilement facilité à le comprendre. Alors, quelques conseils donnés à ces personnes, si vous voulez, qui vivent, en tous les cas, de ce problème qui est quand même un problème dramatique. Moi, vois... comment faire pour qu'elles puissent avancer dans la vie et accepter, parce qu'on ne peut qu'accepter la décision Je dirais de faire un peu comme moi. J'ai vécu beaucoup de moments douloureux dans ma vie, mais en fait, j'ai juste essayé de les occulter. Et de voir dans mon passé que les bons moments, si vous voulez. Vous savez, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on ne va pas déformer notre passé, mais de notre passé, on va en tirer que les éléments positifs. Garder le positif par rapport à... Mais bon, Mais c'est quelque chose qui demande du temps. Ah ben de toute façon, c'est sûr qu'un deuil, si vous voulez, ça demande toujours du temps. Mais en tous les cas, c'est pour la personne qui reste, qui est quand même c'est le plus difficile. Mais moi, je dirais, bon, déjà, il faut déjà savoir accepter et à la fois ne pas. Oui, puis c'est un abandon d'une certaine façon. On peut le considérer comme un abandon. C'est un sujet qui est, dans tous les cas, qui est quand même délicat. Et c'est vrai que ça remonte pas mal de choses. Alors, mon cher Paul, moi, vu que voilà, j'ai voulu recevoir en tous les cas sur ce plateau une personne, si vous voulez, qui vous connaît bien évidemment, qui sait comment de la manière dont vous travaillez, qui sait comment en tous les cas de la façon dont vous pratiquez, et qui va nous expliquer en tous les cas votre savoir-faire, bien évidemment, puisque vous êtes quelqu'un de timide et à la fois, on sent que vous êtes quelqu'un de timide, et on sent que vous n'osez pas trop, en tous les cas, parler de... Le problème, c'est qu'il n'y a rien de rationnel dans ce que je fais. Après, on va pouvoir décrire ce que je fais oui, mais voilà, avec mes mains, après, il y a une partie qui n'est pas rationnelle du tout. Il y a une partie qui n'est pas rationnelle du tout, je le comprends parfaitement. Mais c'est vrai que, voilà, depuis que je fais ces émissions avec vous, j'ai toujours voulu comprendre de la manière dont vous travaillez, et à chaque fois, vous m'esquivez la question. Donc, ce soir, vous n'allez pas vous dérober, puisque j'ai madame à côté de moi, son assistante, qui va, en tous les cas, me donner un petit peu des explications de la manière dont monsieur Paul de Combourg, en tous les cas, travaille. Bonsoir Martine. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Très heureux, en tous les cas, de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et de nous donner, en tous les cas, quelques petits indices et quelques définitions, en tous les cas, de la manière dont Paul pratique, puisque bon, voilà, on sait que monsieur Paul de Combourg est quelqu'un de très timide et très pudique à la fois. Très pudique à la fois. Alors,
vous assistez, Paul, en tous les cas, par rapport, parce que c'est vous qui prenez les rendez-vous, c'est vous qui avez en tous les cas les consultants au bout du fil, qui vous expliquent en tous les cas pas mal de choses sur leur mal-être, sur de ce qu'ils vivent entre guillemets, à tous les niveaux, bien évidemment. Voilà. Alors, moi, je voudrais savoir si, par rapport au sujet que l'on a traité ce soir, qui est quand même un sujet très très important, et voilà, qu'on ne prend pas à la légère, bien évidemment, je voudrais savoir si vous avez eu, en tous les cas, c'était un petit peu la question piège, mais si vous avez eu dans vos consultants peut-être une personne qui était marquée, en tous les cas, par des tentatives de suicide, et comment ça s'est passé? Elle vous contacte, voilà, elle vous explique la situation. Alors, dites-nous un petit peu comment ça s'est passé et est-ce que Monsieur Paul de Combourg a pu, en tous les cas, lui apporter comme soutien. Voilà. Alors, moi là, j'ai en tête, je ne citerai pas de nom, bien sûr. J'ai en tête une maman qui a téléphoné et sa fille se scarifiait. Elle devait avoir 16-17 ans. Elle doit avoir 16-17 ans. Elle se scarifiait. D'accord. Alors, pour les gens qui... Alors, en fait, elle se scarifiait, anorexique, donc c'était aussi de la dépression. La dépression, la destruction. La destruction. Alors, donc, elle me raconte son histoire. Donc, évidemment, moi, je prends rendez-vous. Donc, avec Paul. Donc, Paul la reçoit, donc, dans son bureau. Et donc là, cette fois-ci, par contre, elle est venue au bureau. La jeune fille est venue au bureau avec sa maman. Et donc, évidemment, comme disait Paul tout à l'heure, donc elle parle, en fait, il parle. Et c'est vrai que là, son don de médium, en fait, là, il rentre en ligne de compte, bien sûr, parce que bien sûr que la maman raconte, voilà, comment est sa fille, mais déjà une première approche, Paul sent qu'il y a déjà autre chose. Et ensuite, bon, évidemment, donc la maman reste assise, la jeune fille va sur la table de massage, habillée, je précise, toujours, parce que bon... c'est vrai, ce qu'on voit à la télé peut prêter à confusion. Voilà, je préfère préciser. Non, on rappelle que Paul ne peut déshabiller personne. Voilà. Et donc, en effet, Paul détend, comme on l'a dit très souvent, donc détend déjà les extrémités, donc les doigts, les doigts de pied. Donc là, c'est déjà une première approche de sentir, donc déjà, vraiment la personne. Donc, en l'occurrence, cette jeune fille. Et comme il a expliqué plusieurs fois, donc il fait fermer les yeux donc à cette jeune fille. Donc Paul se met à l'arrière, il lui touche donc le front, il ferme les yeux et là il rentre en connexion. Donc avec l'intérieur de cette personne. Alors l'intérieur, c'est vrai que très souvent, moi j'utilise le mot scanner, donc c'est vrai que c'est un terme médical. Mais je n'ai trouvé que ce mot. C'est pas qu'un terme médical. Hein, oui, mais parce que en fait. On scanne des documents aussi. Voilà, on scanne des documents, mais c'est vrai que bon, très souvent, scanner, ça correspond un petit peu au médical. Et donc il perçoit. Il perçoit ce que la jeune fille, si vous voulez, vit, vit en fait, et son mal-être. Et régulièrement. Parce que bon, là je dérive un peu, mais sur d'autres cas, en fait, régulièrement, c'est pas vraiment ce que les parents pensaient par rapport à la dépression ou même voir la personne. Ça peut être autre chose, comme on dit, un problème à l'école. Ça peut être en effet du harcèlement. Ça peut être aussi un abus sexuel. Que les parents n'ont pas osé, que l'enfant n'a pas osé parler parce que ça reste tabou. C'est difficile de dire à ses parents, voilà, j'ai été abusée, est-ce qu'on va me croire ou pas? Donc là, Paul, par contre, le voit. Et donc, il ne dit rien, bien sûr, parce qu'il continue sa séance. Donc, je vous avouerai que la séance est très violente. Voilà, très souvent, il y a les yeux de Paul qui coulent. Mais là, il n'en fait pas exprès. C'est vraiment très, très puissant, en fait. Et c'est à ce moment-là que Paul agit, en fait. C'est sur ce qu'a vécu cette jeune fille ou ce jeune homme.
parce qu'il y a aussi malheureusement des jeunes hommes qui vivent ça. Et donc, en fait, là, la séance se passe. Donc, la durée de la séance, je peux pas vous dire parce que tout dépend des cas. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que, bon, au niveau de la planification, je prends régulièrement toutes les heures parce qu'il n'a pas de chronomètre. La séance s'arrête quand lui semble bon que ça doit s'arrêter. D'ailleurs, dans le bureau, il n'y a pas d'horloge, il n'y a rien. Et ensuite, donc là, Paul en parle donc aux parents. Alors, du problème. Bon, évidemment, très souvent, il y a des larmes dans le bureau. C'est très difficile. Mais ce qui est important aussi, c'est le suivi. C'est-à-dire qu'on laisse une semaine, quelques jours passés, et automatiquement, systématiquement, on va dire, il y a des retombées en fait. La personne qui a eu le soin, il y a des réactions, ça peut être des cauchemars, ça peut être des courbatures, ça peut être des choses assez violentes tout de même. Et là, par contre, là, c'est très important que soit la jeune fille d'ailleurs, ou les parents envoient un message à Paul, et Paul continue toujours encore son travail. Alors, ne me demandez pas comment il fait, parce que moi, j'ai des gens qui me demandent comment il fait, parce que moi, je vois les messages et les gens sont impressionnés, me disent, mais comment est-ce qu'il fait? Parce qu'il a juste vu le message et il continue à travailler. Là, par contre, je peux pas vous dire. Là, c'est de l'irrationnel pour moi. Je le comprends pas. Mais ceci dit, il continue à le travailler. Et moi, ce que je peux conseiller aux gens lorsqu'ils ont un soin, ne pensez pas aux soins. Ne pensez pas, ça va passer. Laissez du temps. Et par contre, une chose est sûre, c'est que par rapport aux souffrances que vous pouvez avoir subies, on les oublie pas parce qu'on le vit avec, ça fait partie de notre passé. Mais ça aide à avancer et ne plus faire ce geste malheureux de suicide, de tentative de suicide ou de vouloir se détruire parce que voilà, il y a eu quelque chose de drame. Enfin, la personne a subi quelque chose de dramatique. Donc c'est vrai que et une séance ne suffit peut-être pas forcément dans des cas très très extrêmes. À la première séance, il y a déjà des résultats, mais quelquefois c'est tellement profond qu'il en faut une deuxième. Et c'est pas par le plaisir, c'est la personne en fait qui ressent elle le besoin de refaire la séance. Il n'y a pas du tout, il n'y a pas de phoning en disant voilà reprenez un rendez-vous. Non, c'est la personne qui sent si elle en a besoin. Donc évidemment là dans ce genre de cas, moi il m'arrive bien sûr de téléphoner aux personnes. Donc en l'occurrence aux mamans parce que moi je suis une maman. Donc demander des nouvelles. D'observer son enfant. Voilà. Donc maintenant, après, c'est vrai que le travail de Paul, c'est vrai que ça reste toujours le même. Comme on dit, il pose les mains sur la tête, il ferme les yeux. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent mais qu'est-ce que c'est? Enfin voilà. Même moi la première, je vous avouerai, quelqu'un qui met la main sur la tête, je dirais mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va me faire quoi? C'est voilà. Non, je vous assure que c'est un vrai don pour être passé par là, mais pour autre chose, ça secoue un peu, je peux vous confirmer, ça secoue un peu. Il peut y avoir des choses, on peut voir des choses différentes. Chaque personne est différente. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça remue le passé, bien évidemment. Oui. Ça remue le passé et tout remonte en tout cas à la surface. Oui. D'accord. Oui. Alors, maintenant, j'ai également une autre question parce que je vous ai écouté attentivement par rapport à ce que vous pouvez nous décrire. Paul, si vous voulez, vous nous avez dit qu'au départ, si vous voulez, que son don de médium également l'aidait, si vous voulez, dans ses soins. Tout à fait. L'aidait dans ses soins et qu'il pouvait ressentir, si vous voulez, des événements ou des faits que les parents ne connaissaient ne sont pas forcément au courant. Alors,
alors moi j'ai une question. Est-ce que à partir du moment, si vous voulez, où un enfant est mineur et que vous les recevez avec les parents, est-ce que vous donnez le droit, peut-être, en tous les cas, d'intervenir et d'en parler aux parents, si vous voulez, pour essayer d'aider, en tous les cas, un ado ou je parle pas d'adulte, puisqu'un adulte, il est quand même plus conscient. Mais est-ce que vous donnez le droit de dire aux parents ce que vous avez pu ressentir, si vous voulez, pour essayer de l'aider au mieux et d'essayer Obligatoirement. Obligatoirement. Ah oui. D'accord, ok. C'était la question. C'est comme je vais éviter de dire tout ce que je vais voir à l'enfant. Je suis pas là pour traumatiser l'enfant. Je suis là pour l'aider. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais par contre, je vais prendre le temps avec le parent après pour faire le tour de tout ce que j'ai vu. De tout ce que vous avez vu. Et peut-être comme je dis, c'est un travail d'équipe. Hein, j'interviens, mais les parents ont aussi leur rôle à jouer. D'accord. Mais est-ce qu'on peut se poser aussi la question, est-ce que les parents, si vous voulez, prennent, admettons, si vous voyez peut-être un abus et que les parents, si vous voulez, n'ont pas forcément détecté ou l'enfant n'en a jamais parlé, est-ce que vous donnez est-ce qu'on vous a pas pris un petit peu pour un dingue? Non, je veux dire. terme, si vous voulez, je préfère, voilà, que les gens comprennent bien, si vous voulez, que là où vous allez, quoi. Si je vois une situation, je lui explique ce que j'ai vu, je lui dis que c'est à l'origine. Là, en l'occurrence, elle n'a pas dit que c'était l'origine du problème, elle a dit qu'il pouvait y avoir différents. Tout à fait, mais sans parler de l'origine du problème, mais simplement, justement, moi, je voulais vous poser la question de savoir si justement vous aviez. Et l'enfant parle après. Dernièrement, j'ai eu le cas d'une jeune fille de 14 ans qui se prostituait. Il y avait la mère avec moi. D'accord. Et vous avez dit à la mère que... Après, j'en ai parlé. D'accord. Mais mais la jeune fille, est-ce que c'était volontaire de sa part ou est-ce que c'était pour arrondir ses fins de mois ou... Non, mais ça reste des enfants quand même. C'est des victimes. Non, mais ça reste un des enfant enfants. est une victime. Mais ça reste des enfants, je veux bien, si vous voulez, mais bon, si vous voulez, à partir de 17, 18 ans... Non, mais il faut comprendre le contexte familial. Enfin, il n'y avait pas qu'une chose. D'accord, ok, d'accord. Il y a eu beaucoup de drames. Il y a eu beaucoup de drames derrière tout ça. Drames. En tous les cas, c'est un sujet qui est bien délicat et on peut... Je voulais rajouter quelque chose aussi. Si il y a des parents qui nous écoutent, surtout, très souvent, les enfants culpabilisent lorsque les parents divorcent. Il y a beaucoup d'enfants qui culpabilisent parce qu'ils disent c'est à cause de moi que mes parents ne s'aiment plus, c'est à cause de moi. Les petits loups, c'est pas à cause de vous. Je peux vous assurer que ce n'est pas à cause de vous. Donc, c'est pour ça, et je conseille aux parents aussi d'éviter de parler de mal, soit du père ou de la mère, hein, parce que justement, l'enfant est perdu et c'est là que l'enfant peut partir, voilà, il a vraiment ce sentiment d'abandon. Donc, lâchez pas, aimez-les et observez-les, vos enfants, c'est très, très important. Et il y a plein de belles choses à vivre, hein. Donc accrochez-vous. Voilà. Mais écoutez, en tous les cas, on arrive à la fin de cette émission. Moi, je voulais quand même vous donner quelques chiffres parce que bon, c'est vrai que ça paraît complètement. On entend parler peut-être d'un suicide ou d'un autre, mais quand on voit les chiffres, en tous les cas, qui sont donnés en 2018, qu'il y a environ 11 000 personnes, c'est le nombre de personnes qui meurent par suicide chaque année en France. Chez les 25-34 ans, le suicide est la première cause de mortalité, avec 20% de décès au total. De 65 000 à 80 000 tentatives de suicide sont prises en charge par les urgences hospitalières chaque année, donc dans toute la France. 11 000 tentatives, si vous voulez, sur l'Hexagone il y a 20 ans, et on est descendu, si vous voulez, à régresser, si vous voulez, à peu près à 9 000 à l'heure actuelle. Juste à propos de ces chiffres, en fait, quelque part, c'est une fausse baisse, en fait. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de morts inexpliquées. Bien sûr. Qu'on devrait prendre en compte en tant que suicide. Et en plus, l'évaluation, en fait, d'une région à l'autre est différente. Donc il faut, c'est pas vraiment les chiffres. Il y en a. Voilà, dans tous les cas, moi je vous donne les chiffres de la baisse. Mais il n'y a pas forcément de baisse significative, bien au contraire. Voilà, mais en tous les cas, moi je vous donne les chiffres de la baisse. Il faut savoir qu'il y a un budget, si vous voulez, on parle d'un budget de 5 milliards d'euros, c'est le coût estimé de la prise en charge du suicide et des tentatives par l'unité de la recherche en économie de la santé à l'Hôtel-Dieu. Donc voilà, donc ça c'est les chiffres que nous avons en tous les cas après notre enquête.
Voilà, cette émission, en tous les cas, touche à sa fin. C'est un sujet qui n'est pas facile à traiter, bien évidemment, puisque bon, on se posera toujours la question, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne pour en arriver, si vous voulez, à un tel acte. Merci Paul, merci Martine. Merci donc Paul, on vous retrouve en tous les cas sur le salon Parapsy, donc du 13 au 18 février, porte de Champéret. Donc vous donnerez en tous les cas des consultations en tant que médium et en tant que guérisseur spirituel, bien évidemment. On vous souhaite en tous les cas une excellente soirée, et si vous avez des gens qui sont dans le mal-être autour de vous, surtout n'hésitez pas en tous les cas à leur faire un petit peu de rentre-dedans et voilà, de leur changer des idées, de savoir les écouter. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. On vous embrasse et à très vite. Au revoir. Au revoir. Ce programme vous a été présenté par megaoddeal.fr.